Bienvenue sur le podcast des Montessori 7, Montessori à la maison. Je suis Anne-Laure Schneider, formatrice Montessori et maman de 5 enfants instruits en famille. Ma mission, c'est d'aider les parents, les assistantes maternelles, bref, tous ceux que dans notre communauté nous appelons des souricettes, à mettre en pratique la philosophie Montessori chez eux, avec leurs enfants ou les enfants qu'ils gardent. Dans ce podcast, nous parlerons donc de pédagogie Montessori, mais aussi de discipline positive, d'instruction en famille, ce que l'on appelle aussi l'école à la maison, de co-schooling et de bien d'autres choses encore. Bonjour Anne-Laure et merci pour ce podcast qui m'aide beaucoup dans ma parentalité. Pourriez-vous dans un prochain épisode aborder le thème du non? Dire non à des tout petits parce que c'est dangereux, parce qu'il ne faut pas faire certaines choses, c'est souvent difficile à comprendre pour eux et ça a souvent l'effet contraire. On dirait qu'ils veulent nous taquiner et voir notre réaction. Et je ne sais vraiment pas comment m'y prendre pour qu'ils comprennent que certaines choses leur sont interdites, pour que ça n'ait pas l'effet contraire. Comment est-ce que ça se passe en discipline positive? Est-ce que vous pourriez aborder ces thèmes? Merci beaucoup. On en entend des choses sur le non. Vous avez sûrement vu un peu partout des conseils d'éducation bienveillante qui vous recommandent de ne surtout pas dire non à votre enfant, mais d'utiliser par exemple stop à la place. Ou peut-être que vous avez vu des parents qui se demandaient quelle est la façon Montessori de dire non à son enfant. Certains enfin prétendent que dans la pédagogie Montessori, on ne dit jamais non à un enfant, il est libre. Alors que faut-il faire? Quelle est réellement l'approche montessorienne face au non? Tout cela, toute cette astuce de dire stop plutôt que non, est-il vraiment fidèle à la pédagogie Montessori? Et au final, que doit-on dire? Non, stop, autre chose, quel est le plus important? Avant tout, je voudrais revenir sur l'origine de cette fameuse astuce. D'où cela vient-il? Eh bien, tout simplement du livre d'Isabelle Filiosa, J'ai tout essayé. Elle écrit dans ce livre, et écoutez bien, parce que ce n'est pas exactement la même chose que cette fameuse astuce, écoutez bien, elle écrit « Préférez dire stop », un mot bien plus efficace et non ambigu. Quand vous dites non, c'est souvent sur un ton de reproche et en fronçant les sourcils. Tandis qu'en disant stop, vous ouvrez les yeux et votre ton est impératif sans être blâmant. Vous interrompez un mouvement. Le plus souvent, les enfants de cet âge cherchent le regard, l'autorisation du parent avant de toucher un nouvel objet. C'est le moment de dire stop, puis d'expliquer en mettant des mots simples sur l'interdit, sans vous attendre pour autant à ce qu'ils mémorisent tout. Voilà, fin de l'astuce d'Isabelle Filiosa. À partir de là, les blogueurs se sont emparés de cette astuce, qui prend quelques lignes sur plus de 200 pages dans son livre. Pourquoi? Bien, tout simplement parce que ça fait une jolie publication sur Facebook, un joli post sur Instagram, une jolie photo avec une simple légende. Arrêtez de dire non à votre enfant, remplacez ce mot par stop plutôt. Ou vous avez des gens qui se mettent à danser sur Instagram dans les reels en disant, avec un petit air complice, ne dites pas non à votre enfant, dites-lui plutôt stop. Oui, ça tient en 15 secondes. Oui, ça tient en une photo. C'est une astuce, c'est facile. Et au fond, on est tous demandeurs d'astuces. On aimerait avoir ce petit truc miracle qui va tout d'un coup solutionner toutes nos difficultés de parentalité. Nous, le grand public, nous sommes en demande. Alors forcément, tous les créateurs de contenu, blogueurs, Instagrammeurs, les pages Facebook, etc., eh bien répondent à cette demande. Pourquoi? Parce que les blogueurs, les Instagrammeurs savent très bien que s'ils font un article de plus de 3000 mots, comme je le fais généralement, eh bien ils vont perdre les 3/4 des gens. Et les 3/4 des gens vont s'arrêter de lire au bout de 500 mots. Et encore. Alors qu'avec une astuce, ils vont atteindre beaucoup plus de monde. Avec un petit truc, leur publication sur Facebook va être partagée des milliers de fois. Tout simplement parce que les gens préfèrent la facilité. Et c'est un cercle vicieux. Parce que forcément, plus nous, grand public, nous sommes confrontés à des petites astuces et à de la facilité partout sur Internet, plus il va nous être difficile d'aller vers des contenus plus exigeants, plus nuancés et qui vont davantage dans le détail. Nous sommes donc bien tous coupables, en quelque sorte, du fait que des contenus plus nuancés se retrouvent résumés sous la forme d'astuces comme celle-là. Mais
Si on lit attentivement le texte d'Isabelle Filiosa, l'astuce qui consiste à remplacer non par stop dénature en fait sa pensée. Dans ce qu'elle dit, ce n'est pas le mot qui compte, c'est bien l'intonation, l'expression du visage, etc. Toutes ces choses dont les fameuses astuces ne parlent jamais. Or, c'est ça le plus important. Alors, faut-il dire non? Faut-il dire stop? Je dirais qu'avant tout, il y a 2 contextes différents dans lesquels on est susceptible de dire non. Un contexte calme, serein, en prévention de quelque chose, où on se dit que quelque chose pourrait arriver et on préfère éviter que cela arrive, mais on ne s'inquiète pas. Nous sommes dans le calme et la sérénité. Il y a un deuxième contexte, que nous verrons ensuite, dans lequel il y a un danger immédiat. Et nous sommes donc inquiets à juste titre. Dans le premier cas, si nous sommes calmes, sereines, eh bien nous pouvons dire non aussi paisiblement que nous dirions stop. Au fond, si on réfléchit bien, stop signifie arrête de faire ce que tu es en train de faire. Non signifie ne fais pas ce que tu t'apprêtes à faire. C'est la même signification. On ne va pas chipoter, ça veut dire la même chose. Donc si nous sommes capables de dire non, sereinement, cela ne fait aucune différence pour l'enfant avec le fait de dire stop. Encore une fois, ce que dit Isabelle Filiosa, c'est que l'avantage de dire stop, c'est que l'on peut ouvrir les yeux et utiliser un ton impératif sans être blâmant. Alors que quand on dit non, c'est souvent sur un ton de reproche et en fronçant les sourcils. Donc plutôt que de dire non, on peut tout simplement dire à notre enfant non. La main est faite pour caresser le chat. Par exemple, si vous avez un enfant qui se met à taper son chat. Dans le deuxième contexte, un contexte où il y a un danger immédiat. Imaginez votre enfant qui veut se jeter sur la route pour aller courir après un ballon. À ce moment-là, honnêtement, ce n'est pas le sens du mot qui compte. Nous poussons une exclamation dans le seul but d'arrêter l'enfant en urgence, de l'interrompre. Non, n'avance pas sur la route. Non, ne mets pas ta main sur la casserole brûlante. Non, ne te jette pas du haut du canapé. Il y a urgence. Et si vous n'avez jamais eu d'enfant cascadeur, mesurez bien votre chance, parce que certains enfants particulièrement acrobates, croyez-moi, nécessitent une surveillance de tous les instants. Et on emploie le non plus souvent qu'on ne l'aimerait. Mais dans ces cas-là, que l'on dise non ou stop, en fait, le but est de déclencher chez l'enfant une réaction de peur. Alors, le but n'est pas de faire peur pour le plaisir à notre enfant. Le but est de provoquer chez lui une réaction de peur pour, en quelque sorte, le paralyser et éviter qu'il n'aille au bout de son action qui le mettrait en danger. Car notre première responsabilité en tant que parent, celle qui domine toutes les autres, la primordiale, c'est de maintenir nos enfants en sécurité. C'est d'assurer leur sécurité. Vous avez très certainement déjà entendu parler des fameuses réactions combat, fuite, le fight or flight en anglais. Ça sonne mieux en anglais, j'y peux rien. Le fight or flight, qui est une réaction neurologique vraiment instinctive. En situation de danger, le cerveau fait un choix entre le combat ou la fuite. Le combat, c'est-à-dire affronter la difficulté, ce n'est pas forcément un combat au sens littéral du terme, et la fuite étant un évitement de la difficulté. Et il y a un troisième état neurologique, si vous voulez, qui est celui de freeze, fight, flight or freeze en anglais, qui est un état où l'enfant ou l'adulte est figé. Donc, la personne se fige juste le temps de prendre l'une de ses décisions, combattre ou fuir. Eh bien, ce que l'on veut provoquer en poussant une exclamation, c'est un freezing. C'est-à-dire, on veut que l'enfant se fige juste le temps qu'on puisse le rejoindre et le mettre en sécurité. Très honnêtement, peu importe que l'on utilise le non ou le stop pour cela, c'est l'intonation qui compte. Le cri que l'on va pousser, la panique dans notre voix, c'est cela qui va transmettre à notre enfant cette émotion de peur et qui va lui faire comprendre qu'il y a danger. Et donc, espérons-le, susciter chez lui cette réaction où il va se figer pour que nous puissions le rejoindre et le mettre en sécurité. Mais dans ces moments-là, très honnêtement, je crois qu'on pourrait dire carotte, et cela aurait autant d'effet.
à condition qu'on le dise vraiment avec la même intonation et la même panique que non ou stop quand on voit notre enfant courir après un ballon sur la route alors qu'une voiture peut arriver. Donc vous voyez que dans un cas, nous sommes suffisamment calmes pour pouvoir dire non sereinement, donc aucun intérêt particulier à utiliser le stop, et dans l'autre cas, de toute façon, c'est notre intonation qui va l'emporter, et le mot lui-même n'a aucune importance, l'enfant ne va même pas entendre, comprendre le mot que nous allons employer. Mais alors, pourquoi les parents ne disent-ils plus non ? Parce que je trouve qu'il y a un vrai mouvement de fond à travers toute la parentalité, du moins pour les parents qui s'intéressent à la parentalité positive, à l'éducation bienveillante, à tout un tas de choses. Et il y a ce mouvement de fond qui pousse les parents à ne plus dire non. Alors, je vous renvoie dans les notes de cet épisode à un article très psychanalytique, mais donc, je suis pas très fan de la psychanalyse en général, mais cet article, pour le coup, est assez bien fait et intéressant. Au fond, quand un parent a des comptes à régler avec ses propres parents, quand il a mal vécu certaines choses dans son enfance, dans son éducation, dans la relation qu'il avait avec ses parents, il est normal que cet enfant qui est maintenant devenu adulte, qui est maintenant lui-même devenu parent, veuille adopter un comportement différent avec son enfant. En gros, on pourrait caricaturer en disant qu'à grands-parents autoritaires, parents laxistes. Et inversement, d'ailleurs. Donc très souvent, lorsqu'une personne a vécu un mode de parentalité un peu extrême dans un sens ou dans l'autre, eh bien il adopte un mode de parentalité un peu extrême aussi dans l'autre sens. Et il faut bien le reconnaître, notre génération, à nous adultes aujourd'hui dans la trentaine, je parle pour moi, et la génération d'avant était plutôt des générations où les parents étaient plutôt autoritaires. À des exceptions près, bien sûr, ce n'est peut-être pas votre cas. Mais de manière générale, les parents étaient plus autoritaires et plus autoritaristes qu'ils ne le sont aujourd'hui. Donc, il est assez naturel qu'aujourd'hui, on trouve plus de parents laxistes. Forcément, le rapport s'est inversé. Du coup, il est assez naturel que qu'en réaction à des grands-parents qui disaient tout le temps non, eh bien les parents n'osent plus dire non ou ne souhaitent plus dire non. Mais qu'est-ce que l'on projette sur l'enfant quand on fait ça ? Souvent, les parents disent que leur priorité, c'est que leur enfant soit heureux. Et certains parents disent qu'ils voudraient que leur enfant soit tout le temps heureux. Tout simplement parce qu'on aimerait nous-mêmes avoir été tout le temps heureux pendant notre enfance. Mais est-ce que c'est réellement sain ? Personne n'est tout le temps heureux, ce n'est pas possible. Nous avons tous des moments de tristesse, de frustration, de colère, des difficultés. Tous, enfants comme adultes. Il n'est pas réaliste d'envisager de vouloir que notre enfant soit tout le temps heureux. Et ce n'est pas forcément bien le préparer à la vie que de lui assurer qu'un environnement où il serait tout le temps heureux, d'essayer d'éviter toutes les sources de mécontentement possibles. On voudrait que notre enfant puisse tout faire, parce qu'on n'a pas pu faire tout ce qu'on voulait quand on était petit. Mais du coup, on lui laisse une liberté qui est absolue, sans plus aucune contrainte. On voudrait que tout soit facile pour l'enfant, sans contrariété, puisque c'est l'inverse de ce que nous avons vécu plus jeunes. Mais rien de tout cela n'aide l'enfant à se construire. Pour prendre une image, c'est exactement comme si on marchait devant un enfant en retirant tous les cailloux et en aplatissant le chemin avec une pelle pour lui. En gros, on s'arrange pour que notre enfant ne marche que sur un terrain parfaitement plat, sans aucun petit caillou pour lui faire mal, sans aucune difficulté. Mais ce n'est pas comme ça que l'on apprend à marcher à notre enfant. Au début, évidemment, on l'encourage à marcher dans un endroit stable, sur un chemin facile, quelque chose de plat, sans obstacle. Mais ensuite, on le laisse progressivement s'avancer sur des terrains plus difficiles, sur des sentiers un peu caillouteux, des chemins dans la nature. On lui propose de monter des escaliers. Alors bien sûr, toujours avec notre soutien, avec notre présence qui vient le sécuriser.
Mais ça ne veut pas dire que l'on va retirer tous les obstacles. Bien au contraire, on va permettre à l'enfant de se confronter progressivement à un niveau d'obstacle sans cesse supérieur. Toujours au niveau d'obstacle qu'il est prêt à affronter. Ni plus, ni moins. Exactement comme dans la pédagogie Montessori, où l'on aborde les apprentissages. Une difficulté à la fois. Et on y va très progressivement. Il ne s'agit pas d'endurcir nos enfants comme on l'entend parfois, en se disant le monde est dur donc il faut qu'ils s'habituent. Non, ça n'est pas ça. C'est simplement que le monde étant ce qu'il est, et de toute manière pour que notre enfant grandisse, fasse des choses fortes et puissantes, il va falloir à un moment ou à un autre qu'il dépasse des difficultés. Il n'y a pas d'action, il n'y a pas de projet, il n'y a pas de grandes choses sans difficulté. Et notre objectif est quand même de préparer nos enfants à de grandes choses. Donc, petit à petit, avec notre présence, avec notre accompagnement, notre soutien, nous allons aider notre enfant à progresser, à se confronter à des difficultés sans cesse un petit peu plus difficiles, en fonction de ses capacités du moment. Mais cela veut dire aussi que parfois, nous allons lui dire non. On ne peut pas faire en sorte que son enfant soit heureux tout le temps. Et la vision que Maria Montessori avait de sa pédagogie, alors ce n'est pas seulement une pédagogie, de sa vision de l'enfant et de tout ce qu'elle proposait aux adultes, c'était que sa pédagogie était une préparation à la vie. Le but était de préparer l'enfant à la vie. Pas seulement de faire des apprentissages scolaires et académiques. C'est important, bien sûr, mais ce n'est qu'une toute petite partie du travail. Mais pour préparer notre enfant à la vie, il va bien falloir qu'il se confronte à des difficultés, qu'il ne soit pas tout le temps heureux, qu'il ne puisse pas tout le temps tout faire. Et petit à petit, il va découvrir justement que malgré les frustrations, les limites, malgré les choses qu'il ne peut pas faire, eh bien, il peut se développer, il peut grandir et il peut accomplir de grandes choses. Mais vous vous dites peut-être qu'après tout, c'est parfaitement innocent de ne pas dire non à son enfant et que si ça peut en faire des enfants plus heureux, tant mieux. Peut-être que nous avons tellement souffert, nous enfants, des non des adultes dans notre vie. Pourquoi ne pas laisser cette chance à nos enfants de ne pas entendre autant de non ? Alors je voudrais juste revenir quelques instants sur les dangers qu'il y a à ne plus dire non. J'ai une amie qui est directrice d'école Montessori et qui a dans son école une petite fille qui a environ 3 ans et demi et qui est en opposition permanente à tous les adultes. Et elle m'a appelé un jour en me disant qu'elle était vraiment démunie face à cette petite fille qui refuse par exemple de mettre un manteau quand il fait 3 degrés dehors. Le pire, c'est qu'en fait elle incite les autres enfants à suivre son exemple en disant et en répétant à l'envi que de toute façon à la maison c'est moi qui décide. Personne ne m'empêche jamais de faire ce que je veux. Papa et maman ne disent jamais non. Et en fait, elle nargue apparemment les autres en disant ce genre de choses. Alors, vous le savez peut-être, je suis assez fan du fait de laisser les enfants expérimenter des conséquences naturelles. Donc oui, je suis assez fan de l'idée de laisser un enfant sortir sans manteau s'il souhaite sortir sans manteau, mais pas forcément à 3 ans et demi. À 3 ans et demi, un enfant n'est pas forcément capable de vraiment ressentir que là il fait froid et il peut se refroidir vite sans s'en rendre compte. Il y a une différence de maturité entre un enfant de 3 ans et demi et un enfant de 5-6 ans. Là, à 3 ans et demi, en plus, ce qui est dangereux, c'est comme je vous l'ai dit, qu'elle influence les autres élèves dans ce sens-là. Et donc, elle met tout le monde en danger. Tout le monde risque d'être malade et de ne pas être bien. Mais quand cette petite fille nargue les autres, à ce qu'il nous semble, quand elle dit « Ah, chez moi, c'est moi qui décide, personne ne me dit jamais non », en fait, cette petite fille est perdue. Et elle crie à l'aide au fond d'elle. Essayez d'imaginer le poids de la responsabilité pour une enfant de 3 ans qui doit décider de tout à la maison. C'est bien simple, si quelque chose se passe mal, c'est de sa faute. Dans une famille, disons, classique, l'enfant demande quelque chose et les adultes disent oui ou non. S'ils disent oui et que ça se passe mal, c'est devenu leur responsabilité. Ils ont acquiescé, ils ont accepté. Ce sont eux les responsables, ce sont eux les adultes. S'ils disent non,
Là aussi, c'est qu'ils ont pris leurs responsabilités et qu'ils ont estimé que ce n'était pas une décision sage ou prudente. Mais dans tous les cas, l'enfant est déchargé de toute responsabilité. Alors que dans le cas de cette petite fille, toute la responsabilité, elle la porte sur ses épaules. Si elle sort sans manteau et qu'elle tombe malade, c'est de sa faute. Si elle fait quoi que ce soit qui se termine mal, si elle incite un autre enfant à sortir et qu'il tombe malade, c'est de sa faute aussi. Et à 3 ans et demi, on n'est pas prêt à porter cette responsabilité-là. Elle n'est pas son parent. Elle n'est pas le parent de l'autre enfant. Elle n'est pas l'adulte éducateur à l'école qui est responsable de l'enfant pendant le temps d'école. Donc il est très important que l'adulte prenne ses responsabilités pour éviter de faire porter à nos enfants ce poids énorme des décisions qu'on le laisserait prendre tout seul, en toute liberté. J'aime pas trop employer ce mot de liberté ici, parce que pour moi c'est une liberté qui est faussée. C'est justement l'absence totale de contraintes qui n'est pas une vraie liberté. L'exercice de la liberté, il se fait dans un certain cadre, avec certaines limites. Par ailleurs, donc, toujours dans l'article un peu psychanalytique dont je vous parlais il y a quelque temps, il y a des réflexions très intéressantes sur la façon dont l'enfant grandit. Quand l'enfant se développe, il est censé grandir en autonomie et en indépendance. Et comment fait-il cela ? Bien, tout simplement en communiquant avec un adulte en face de lui qui lui renvoie une altérité, c'est-à-dire d'autres opinions, un autre mode de pensée, une autre personne, une autre volonté, d'autres émotions aussi. Donc petit à petit, l'enfant découvre l'autre. Au départ, il n'est concentré que sur soi-même, son ego, et il découvre l'autre. Et petit à petit, il va aussi y avoir l'introduction de certains objets transitionnels, comme des doudous, entre l'adulte et l'enfant. C'est pas toujours comme ça, mais c'est souvent comme ça que un enfant petit à petit se sépare de sa maman ou de ses parents pour la journée, par exemple. Et puis, il y a la place du rêve qui permet à l'enfant de se projeter, d'imaginer différentes choses grâce à l'altérité que lui renvoie l'adulte en face de lui. L'adulte en face de lui ouvre en quelque sorte les portes du rêve, les portes de l'imagination, si vous voulez. Quand l'adulte ne fait que renvoyer en miroir tout ce que dit ou fait l'enfant, ah, tu es triste, oh là là, je suis triste avec toi, etc. Ah, tu veux à tout prix sortir dehors sans manteau, d'accord, je comprends que tu veux sortir dehors sans manteau, et que l'enfant est laissé seul face à ses prises de décision, face à ses pensées, face à ses émotions, et uniquement avec un miroir qui lui renvoie la même chose, eh bien, il ne peut plus se développer de la même façon, il ne peut plus grandir de la même façon, parce que tout ce qu'il a en face de lui, c'est un miroir. Et il n'y a aucune interaction vraiment intéressante avec un miroir. Vous n'allez pas passer des heures devant votre miroir comme vous pourriez passer des heures à discuter avec quelqu'un d'autre. Pourquoi ? Parce que l'altérité de l'autre, le fait qu'il soit différent de vous, est stimulant pour vous intellectuellement, cela vous ouvre des portes au niveau de vos pensées, c'est stimulant pour vous émotionnellement, cela vous ouvre les portes d'autres émotions à travers l'empathie, et puis, de manière générale, c'est par le dialogue et donc l'altérité qu'on approfondit les choses et qu'on va un peu plus loin. Mais au final, ces enfants qui n'ont qu'un miroir en face d'eux, et cette petite fille par exemple de 3 ans et demi, ils développent petit à petit de l'angoisse, un sentiment de dépression souvent, et une grosse forme de culpabilité, puisqu'ils se mettent à assumer des responsabilités trop lourdes pour eux, avec forcément des échecs, et donc un sentiment de culpabilité. Alors je sais que je dresse un portrait assez noir, mais je crois qu'il y a vraiment une grosse réflexion à mener chez le parent. Lorsque le parent fait quelque chose en matière de parentalité, le fait-il pour son enfant ou le fait-il pour lui-même ?
pour guérir ses propres blessures d'enfance, pour compenser quelque chose. Alors je vais probablement me faire quelques ennemis là, j'espère que ce ne sera pas le cas, parce que j'espère être suffisamment nuancée pour que vous compreniez bien le fond de ma pensée, mais lorsqu'on pratique un allaitement long, pour qui le pratique-t-on ? Et il est important de s'interroger en toute honnêteté, face à soi-même, pour qui le pratique-t-on ? Est-ce qu'on le fait pour le respect du rythme de l'enfant, pour le respect de ses souhaits, pour son bien-être, pour un aspect naturel, ce qui est très bien, ou est-ce qu'on le fait, au fond, parce que nous-mêmes avons souffert d'une blessure de séparation avec notre maman, d'un allaitement écourté, ou pas commencé du tout ? Est-ce qu'on le fait par peur de reproduire un schéma que nous avons mal vécu entre nos parents et nous-mêmes ? Et donc, je ne suis pas en train de dire il faut pratiquer l'allaitement long ou il ne faut pas pratiquer l'allaitement long, mais j'invite vraiment chaque parent, je vous invite à réfléchir sur les différentes choses que vous faites, les différentes attitudes que vous avez avec votre enfant, les différentes postures que vous prenez, ou les différentes positions que vous adoptez en matière de parentalité, en réfléchissant bien. Est-ce que c'est profondément pour mon enfant ou est-ce que c'est au fond pour me guérir moi-même, pour guérir l'enfant intérieur en moi qui a souffert de toutes ces blessures d'enfance ? Et vous découvrirez peut-être que vous faites ça pour le bien de votre enfant. Formidable. Formidable. Au moins, vous savez que vous construisez sur de bonnes bases. Ou, par l'introspection, vous découvrirez peut-être qu'en fait, eh bien, vous plaquez sur l'enfant vos propres regrets, vos propres désirs, vos propres blessures. Et que du coup, vous lui imposez un autre système qui ne le rendra peut-être pas plus heureux. Donc bref, voilà. Avant de savoir si vous voulez dire non ou pas non à votre enfant, réfléchissez bien. Pour qui souhaitez-vous dire non ou ne pas dire non ? Est-ce que c'est vraiment pour l'enfant ? Ou est-ce que c'est pour vous parce que vous avez trop connu de non pendant votre enfance ? Et si vous avez connu trop de non, si vous avez des blessures intérieures, je comprends parfaitement. C'est parfaitement normal et compréhensible, mais il serait important de trouver un autre terrain où pouvoir guérir ces blessures, plutôt que d'utiliser notre enfant pour cela. Nous avons à mener notre propre chemin de guérison sans impliquer l'enfant dedans. En revanche, c'est de notre position guérie que nous serons évidemment un meilleur parent. Mais il est très dangereux de vouloir impliquer son enfant dans notre propre chemin de guérison, parce qu'on lui fait, là encore, porter une responsabilité, un poids qui est bien trop lourd pour lui. Ça n'est pas à notre enfant de nous guérir. C'est pour ça que lorsque des personnes paumées, qui boivent, qui se droguent, qui je ne sais pas quoi, font parfois un enfant dans l'espoir que ça va les guérir, les pousser à faire mieux, souvent ça rate. Ça rate tout simplement parce que ce n'est pas le bon ordre dans lequel faire les choses. Il faut d'abord essayer de se guérir. Et ensuite, nous serons de meilleurs parents. Alors bien sûr, quand on est déjà drogué ou alcoolique et que l'on a ses enfants, je ne vais pas dire que c'est une abomination et qu'il faut leur retirer leurs enfants, mais simplement qu'ils doivent d'autant plus faire un effort rapidement de guérison pour pouvoir mieux prendre soin de leurs enfants. De manière générale, il va être bon de réfléchir sur si ce que nous faisons a pour but de respecter le rythme de l'enfant, le but de respecter sa liberté, ce qui est très bien, mais si ça ne se fait pas au détriment du rythme des autres, des souhaits des autres, ou de la liberté des autres. Parce que l'enfant ne doit pas nécessairement passer avant tout le monde. Et les choses que nous faisons pour l'enfant ne doivent pas nécessairement nuire à tout le monde. Parce que ce serait beaucoup moins louable. Donc il y a un équilibre à trouver. Et cet équilibre entre une certaine liberté que nous allons laisser à l'enfant et le cadre que nous allons lui imposer, il est à faire évoluer en permanence. Cet équilibre ne sera pas le même pour un nourrisson. Il est normal de répondre à tous les besoins d'un nourrisson. Il est normal que lorsque notre bébé pleure, nous allons tout de suite lui apporter ce dont il a besoin et qu'il passe en priorité. Oui,
Oui, notre nourrisson va passer en priorité avant nous, les 3/4 du temps. Voilà, même si nous sommes fatigués et que nous aimerions dormir, si notre bébé se réveille, eh bien, nous n'allons pas le laisser pleurer, nous allons l'accompagner. C'est normal, parce qu'il n'a pas d'autres ressources que nous. Il n'a pas encore les ressources en lui-même pour répondre à ses besoins. En revanche, il n'est pas normal de se plier à tous les désirs d'une enfant de 3 ans. Une enfant de 3 ans est capable de prendre en compte les autres, dans une certaine limite. Elle est capable d'attendre un petit peu. Elle est capable d'entendre qu'il y a des règles et qu'il y a des choses que l'on fait, des choses que l'on ne fait pas. Alors, comment faire concrètement? Parce que là, nous sommes partis très loin dans la psychologie, l'introspection, etc. Mais au final, vous n'êtes sans doute pas plus avancé que ça. Comment faire concrètement? Forcément, nous avons une réaction par rapport à la génération précédente qui disait non à tout. Et donc, il va y avoir tout un équilibre à trouver. Pas trop de non, de façon à laisser suffisamment d'espace à l'enfant pour se développer, mais quand même suffisamment de non pour qu'il puisse se développer sereinement et en sécurité. Cet équilibre, c'est le même que celui dont je parlais dans des articles un peu anciens que je vais mettre dans les notes de ce podcast sur l'évolution de la discipline positive et sur l'éducation bienveillante. En fait, la discipline positive, c'est un équilibre entre l'amour et la responsabilité. Quand on parle des 2 grands besoins de l'homme, qui sont les besoins, d'après la psychologie adlérienne, qui sont les besoins d'appartenance et d'importance, en fait, cela renvoie à l'amour. Appartenir à un groupe, c'est être aimé et aimé. Et l'importance, c'est pouvoir avoir des responsabilités. Donc ça revient un petit peu au même, on peut parler d'amour et de responsabilité. C'est d'ailleurs Jen Nelson, je vais pas dire la créatrice, parce qu'elle n'a rien inventé en soi, mais celle qui a mis en place, qui a théorisé la discipline positive, qui présente les choses de cette façon, qui dit que autant parler d'amour et de responsabilité. Pendant des décennies, on a eu trop de responsabilités. C'était tout ce que l'on faisait porter à l'enfant. On lui donnait trop de consignes, on lui donnait trop de non. Et c'est peut-être ce que vous avez connu dans votre enfance. Et puis, on a basculé un petit peu d'un autre côté vers trop d'amour. Ça peut paraître paradoxal de parler de trop d'amour, mais c'est quand l'amour se retrouve déformé. De la même façon, on a eu trop de non pendant une certaine génération, et puis plus de non du tout. Et puis ensuite un équilibre. Mais si on remonte un petit peu plus haut, peut-être que nos parents, à l'inverse, n'avaient connu que trop peu de non. C'est peut-être la génération de mai 68, le il est interdit d'interdire, et paradoxalement, ils se transforment en parents qui sont plutôt autoritaires. Enfin bon, on peut avoir des retours de balancier, comme ça, génération après génération. Notre objectif, ça va plutôt être de ne pas rebasculer de l'autre côté, de ne pas faire un retour de balancier total, mais de retrouver un équilibre. Au final, il y a des circonstances dans lesquelles, pour moi, les choses sont claires. Et c'est l'approche montessorienne, au final. Lorsqu'il y a un danger pour l'enfant, un danger pour les autres, ou un danger pour l'environnement, le mieux est d'employer un simple non immédiat. Ce n'est pas un gros mot que de dire non. Ce non peut être à la fois ferme et respectueux. Il ne s'agit absolument pas de faire honte à l'enfant. Pendant quelque temps, on s'est imaginé que si on faisait honte aux gens, on allait les faire changer de comportement. Et si c'est ce que vous imaginez, qu'en faisant honte aux gens, on peut les faire changer, eh bien je vous invite à lire les travaux de Brené Brown, qui sont vraiment passionnants là-dessus, et justement, les études comportementales le prouvent, les gens ne changent pas de comportement parce qu'ils ont honte. Au contraire, ça les braque. Ils s'enfoncent dans leur comportement. La honte n'est pas un outil de changement social ou de changement de comportement. Donc évidemment que nous n'allons pas chercher à faire honte à notre enfant. Non, ne fais pas ça, mais enfin, qu'est-ce que tu peux être bête? Voilà, ça c'est un non méprisant, irrespectueux, qui fait mal à l'enfant. Mais si l'enfant s'apprête à taper quelqu'un,
dans un environnement Montessori, par exemple, s'il prend une des barres rouges, qui sont des barres en bois, qui peuvent être assez longues, qui vont jusqu'à 1 mètre, qui peuvent être lourdes, et qu'il veut taper un autre enfant avec, nous allons lui dire non tout de suite. Tout de suite. Et nous allons l'arrêter, avant qu'il ne puisse faire mal à l'autre enfant. Il y a des limites extrêmement importantes à poser, car si, sous prétexte de respecter la liberté de cet enfant, nous n'arrêtons pas son geste avec la barre, sous prétexte de ne pas commettre une violence éducative ordinaire, par exemple, eh bien, ce que nous sommes en train de commettre, en fait, c'est une violence, pas ordinaire, mais une vraie violence envers l'enfant qui est en train de se faire taper avec la barre. Donc, il est important de poser des limites claires, et dans des cas comme cela, danger envers l'enfant lui-même, danger envers les autres, ou danger pour l'environnement, c'est-à-dire que si l'enfant risque de casser quelque chose, d'abîmer le matériel, ou des choses comme ça, nous allons dire non tout de suite, fermement et respectueusement. Cela ne veut pas dire qu'à nos yeux, l'opinion que nous avons de l'enfant n'est plus la même, simplement, il ne faut pas faire ça. Par ailleurs, le non est important quand il n'est pas possible d'avoir un contrôle de l'erreur par l'environnement naturel. Je m'explique. Un enfant de 5 ans, je vous l'expliquais tout à l'heure, qui sort sans son manteau, il a une perception de lui-même, il a une conscience de lui-même qui fait qu'il va sentir qu'il fait froid. Et il va aller chercher un manteau. Un enfant de 2 ans qui sort sans son manteau peut devenir tout bleu avant de faire le lien et d'essayer de mettre quelque chose de chaud. Donc il n'est pas question de laisser un enfant de 2 ans sortir dehors quand il fait froid sans manteau. Ce serait le mettre en danger. Donc à ce moment-là, le contrôle de l'erreur par l'environnement naturel, ou l'apprentissage par les conséquences naturelles de nos actes, n'est pas possible parce que ce serait trop dangereux. Si on laissait notre enfant de 2 ans apprendre par les conséquences naturelles de ses actes, bien il faudra attendre qu'il tombe gravement malade. Et comme en plus il n'a que 2 ans, il ne serait pas capable de faire le rapprochement entre le moment où il est sorti sans manteau et le moment, peut-être 2 jours plus tard, où il est tombé malade. Donc quand le contrôle de l'erreur par l'environnement naturel n'est pas possible, quand il ne peut pas y avoir de conséquences naturelles, ou qu'elles seraient trop dangereuses, ou trop déconnectées du moment du comportement pour que l'enfant fasse le rapprochement, à ce moment-là on dit non tout de suite. C'est à nous de mettre une conséquence à l'action, conséquence qui va être de dire non, cette action n'est pas possible, tu ne sortiras pas sans manteau. Là encore, on peut dire un non ferme, mais parfaitement serein. Et puis, un petit peu plus tard, alors, c'est quelque chose auquel je vous renvoie. Il y a un podcast que j'ai trouvé très intéressant entre Jessie McCarthy, qui est éducateur Montessori, et Claudia Alvarez, qui est elle aussi éducatrice Montessori depuis 25 ans. Justement sur ce thème du non. Et alors, si vous parlez anglais, vraiment, je vous invite à écouter ce podcast. Je vous mets aussi la référence dans les notes de cet épisode. Parce que si vous ne me faites pas confiance à moi, j'espère que vous ferez confiance à quelqu'un qui a 25 ans d'expérience, ce que je n'ai pas encore, dans des classes Montessori. Et vous pouvez voir les résultats de ce qu'elle met en pratique sur son compte Instagram qui est @Montessori Toddler. Toddler comme bambin. Donc Montessori TO2DLER. Montessori Toddler sur Instagram. Et justement, elle explique comment on peut mettre en pratique ce non et comment elle le fait elle-même dans sa salle de classe. Et évidemment, en début d'année, on doit dire non tout le temps pour aider les enfants à intégrer les règles de l'environnement. Et puis, lorsqu'elle a déjà posé un non sur un comportement et que l'enfant, quelques jours plus tard, refait ce comportement, donc là, elle travaille avec des bambins, donc des enfants qui marchent mais ont moins de 3 ans. Des enfants très jeunes. Si vous avez un enfant qui met sa tête dans l'eau, par exemple, au lieu de laver le linge, qui joue avec l'eau et balance de l'eau par terre, elle dit simplement non, fermement mais sereinement. Et puis lorsqu'elle a déjà dit non une fois, et que quelques jours après l'enfant refait la même chose, elle hoche simplement la tête.
Elle a déjà dit non, donc l'enfant sait très bien que ce comportement n'est pas autorisé. Elle a juste besoin de faire une petite piqûre de rappel. Donc elle hoche la tête. Et puis au bout d'un moment, on n'a plus besoin de dire non. Donc vous serez peut-être impressionné en regardant les vidéos de sa salle de classe sur Instagram. Enfin, je dis de sa salle de classe, de son ambiance, parce qu'elle a des enfants qui sont trop jeunes pour être en niveau scolaire. Ça a beau être des enfants de 18 mois, 2 ans, 3 ans. Ils sont très calmes, Alors c'est une petite ruche, avec des enfants qui travaillent de façon très ordonnée, dans tous les sens. Mais tout ça, ça passe par, justement, l'instauration du cadre et des limites, et beaucoup de non répétés au départ. Un autre point important, c'est que nous ne pouvons pas d'un côté dire non pour des comportements qui ne sont vraiment pas admissibles, et d'un autre côté, faire perdre au non de sa puissance en disant des choses comme « Oh non, 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 oh non mon bébé !» avec une petite voix toute mignonne et un grand sourire « Oh non !» Là, l'enfant ne peut plus comprendre. Parce que d'un côté, on lui dit non, donc il n'est pas censé faire ça, mais en même temps, on lui sourit, on lui parle avec une voix toute douce et toute mignonne, comme si on l'encourageait. Forcément, là, il y a un message ambigu. Et c'est ce que dit Isabelle Filosa, d'ailleurs, quand elle dit que stop est bien moins ambigu que le non. Mais nous pouvons aussi supprimer de notre vocabulaire ces petits jeux de « non, 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 non », comme nous le faisons avec des enfants. Où je vais vous raconter une petite anecdote qui m'est arrivée dans ma belle famille. L'un de nos enfants, alors voilà, ils avaient l'habitude de dire quand les enfants faisaient des petites, je vais même pas dire des bêtises, des petites choses un peu coquines, comme vous savez le genre de choses que les enfants font en vous regardant avec un sourire, juste pour susciter une petite réaction de votre part. Et ils appelaient ça des bêtises de coquin. Oh, tu fais des bêtises de coquin, là. Ce qui était très bien. Sauf qu'un jour, l'un de mes enfants était donc en train de jouer par terre et il s'est approché d'une prise électrique pour jouer avec. Et quelqu'un dans ma belle famille s'est mis à dire « Oh là là, tu fais une bêtise de coquin, là !» Et je leur ai dit je suis désolée, mais là, je préférais qu'on n'emploie pas ce mot de bêtise de coquin, parce que les bêtises de coquin, c'est mignon. Et puis chez nous, on emploie le mot de bêtise en disant j'ai fait une bêtise pour dire c'est quelque chose qui n'est pas volontaire. J'ai fait tomber un verre. C'est une bêtise. Et une bêtise, chez nous, ça n'est pas grave. On met vraiment en valeur le fait que l'échec n'est pas grave, les bêtises ne sont pas graves. En revanche, on ne fait pas le mal volontairement. Mais donc là, jouer avec une prise électrique, ce n'est pas une bêtise de coquin. C'est non. Une prise électrique, c'est dangereux. Ça, c'est aussi un terme que j'emploie souvent avec les enfants, pour qu'ils fassent la différence aussi entre... J'ai 2 degrés de non, en fait. J'ai le non, ça c'est dangereux, et j'ai le non, qui est souvent accompagné d'une explication. Par exemple, non, le chat, nous le caressons. Non, la chaise est faite pour s'asseoir. Et vous voyez qu'on peut être très calme, très serein, en disant non. Alors, pour répondre plus précisément à la question de Sarah, qui se disait que la difficulté en disant non, c'est que souvent les enfants en rigolent, et on a l'impression qu'ils font ça pour nous faire réagir. Eh bien, souvent, cela vient de 2 choses. La première chose, c'est que nous avons une réaction qui peut être parfois excessive en disant non, et que ça fait rire les enfants de nous voir nous mettre dans tous nos états. Donc évidemment, si nous réussissons à nous maîtriser davantage, à avoir une réaction très sereine, presque impassible, en disant non, les enfants ne vont pas y trouver une source d'amusement, mais simplement une source d'apprentissage. Ils vont découvrir où est la limite. Et la deuxième raison pour laquelle souvent les enfants rigolent quand on leur dit non, c'est que nous avons tendance à ne pas faire respecter nos noms. Donc pour eux, c'est juste un mot rigolo que nous disons lorsqu'ils font quelque chose qui repousse les limites. Il est évident que le non ne veut rien dire si on ne le fait pas respecter derrière. Donc si on dit non et qu'un enfant continue ce qu'il fait, il faut lui enlever la source de ce qu'il fait. Par exemple, si un enfant s'amuse à taper un chat,
Je donne cet exemple parce qu'évidemment, ça arrive souvent chez nous. Nous avons 2 chats, des petits-enfants. Si notre enfant veut taper un chat, eh bien, je vais arrêter sa main. Et je suis désolée pour ceux qui considèrent que c'est une violence éducative ordinaire. Ce serait une violence tout court de laisser l'enfant taper notre chat. Donc s'il continue à faire le geste de taper, je vais arrêter sa main. Et ou bien je vais inviter le chat à partir, parce qu'en général il le fait tout seul, parce qu'il sent bien que il prend un risque en restant à côté de notre enfant. Ou bien je vais emmener notre enfant faire autre chose. De la même façon, si un enfant prend quelque chose et le tape sur le sol ou le tape contre un meuble et risque de l'abîmer ou d'abîmer le meuble, et que je lui ai dit non une première fois et qu'il continue, eh bien je vais faire respecter ce non en reprenant l'objet. Et souvent nous hésitons à le faire parce que c'est souvent à ce moment-là que notre enfant éclate en sanglots, éprouve une grande frustration, et nous avons du mal, nous adultes, avec la frustration de nos enfants. Mais c'est indispensable de laisser notre enfant expérimenter cette frustration, de l'accompagner pour qu'il comprenne que certains comportements ne sont pas acceptables et que non, nous n'allons pas les tolérer sous prétexte de lui éviter une émotion désagréable. Alors c'est d'ailleurs tout le sujet de l'épisode de la semaine prochaine, changer notre rapport aux émotions. Donc j'espère que vous l'écouterez aussi parce que je pense qu'il est très complémentaire de cet épisode-ci. Donc voilà les 2 grandes causes les plus fréquentes pour lesquelles notre non provoque un rire. C'est ou bien que notre réaction est disproportionnée, et que le côté un peu théâtral fait rire notre enfant, ou bien que nos noms ne sont pas respectés et que nous ne les faisons pas respecter, et que du coup pour notre enfant le non est simplement un mot rigolo. Donc voilà 2 grandes pistes, Sarah, pour mieux dire non au quotidien, essayer de à la fois faire respecter notre cadre par l'enfant tout en le respectant, en l'accompagnant et en l'aimant de tout notre cœur. Alors évidemment, je ne vous donne pas là une astuce. Ce que je vous dis là depuis plus d'une demi-heure, ça ne va pas se résumer sur une publication Facebook, ce n'est pas possible. Parce que nous sommes dans la nuance et que nous cherchons à trouver un équilibre. Et que cet équilibre, il ne sera pas le même en plus avec un bébé, avec un bambin, un jeune enfant entre 3 et 6 ans, un grand enfant de 6 à 12 ans ou un adolescent. Nous allons devoir sans cesse le faire évoluer. Mais le dernier point sur lequel je voudrais revenir, parce qu'il me semble très important dans le monde d'aujourd'hui, c'est que notre capacité à dire non, lorsque notre enfant a des comportements qui sont intolérables, montre aussi à l'enfant qu'il a le droit de dire non. En fait, nous lui servons de modèle, et si nous faisons respecter nos propres limites, eh bien nous lui apprenons comment faire respecter ses limites à lui aussi. Aujourd'hui, nous avons tellement de mal déjà à développer la culture du consentement. Nous avons tellement de mal à faire comprendre à certaines personnes que quand on dit non, c'est non. Mais si nous ne modélisons pas cela pour nos enfants, si nous ne leur montrons pas que nous sommes capables de dire non, et que quand on dit non, c'est non, comment voulez-vous qu'ils soient capables eux-mêmes de dire non plus tard, et de faire respecter leurs limites, les limites de leur corps, les limites de leur psyché, se protéger des agressions. Combien de personnes aujourd'hui cherchent tellement à faire plaisir aux autres qu'elles sont incapables de dire non et se retrouvent en burn-out au travail, par exemple? Eh bien, peut-être que nous pouvons offrir quelque chose de meilleur à nos enfants, justement en leur apprenant que nous avons le droit de dire non, que nous ferons respecter ces noms, et que eux aussi ont le droit de dire non et de les faire respecter. Alors évidemment, il y a des décisions qui ne leur appartiennent pas tant qu'ils sont bébés, tant qu'ils sont enfants, et petit à petit, ils vont assumer de plus en plus de décisions en ce qui les concerne, jusqu'à prendre toutes les décisions concernant leur vie lorsqu'ils seront adultes. Mais cela va venir petit à petit. Et nous pouvons leur servir de modèle pendant toute cette longue période de transition et d'apprentissage. Je sais que c'était un sujet un peu difficile aujourd'hui. Alors je voudrais simplement alléger un petit peu les choses en vous disant quelle est l'activité préférée de nos enfants en ce moment. Je ne sais plus si je vous en ai déjà parlé ou pas, je vous l'avoue, mais nous habitons en face d'un petit étang, un petit lac.
Et ce lac a été nettoyé, il y avait des boues qui étaient un peu sales au fond. Il a été nettoyé l'année dernière. Et en fait, l'eau est beaucoup plus claire maintenant. Elle l'était déjà pas mal, mais elle l'est encore plus. Et il y a malheureusement des algues qui poussent à partir du fond de la vase et qui remontent jusqu'à la surface. Comme l'eau est plus claire, la lumière descend plus bas. Et donc, ces algues grandissent beaucoup plus vite encore qu'avant. Du coup, le grand jeu de mes enfants en ce moment, c'est de prendre des grands bâtons, des tiges de bambou, des choses comme ça, et d'aller arracher les algues dans le lac. C'est une bonne chose, hein, je vous rassure. C'est ce que font les gens qui entretiennent justement ce petit lac, les associations qui sont chargées de son entretien. Et donc, je crois qu'il n'y a pas une journée sans qu'ils ne mettent leurs bottes et qu'ils aillent arracher ces algues. Et en fait, ils les sortent de l'eau, puis elles sèchent au soleil. Et c'est impressionnant de voir la différence de volume entre les algues mouillées et les algues sèches. Donc ce n'est pas spécifiquement une activité Montessori, mais vous voyez que les grands enfants, eux aussi, ont des activités qui les passionnent par moment. Et en ce moment, c'est ça. Et ils vont au barrage, comme ils l'appellent. Donc en fait, il y a un endroit où l'eau s'écoule. Donc ce petit lac est alimenté par un ruisseau. Et à 2 endroits, il ressort dans un ruisseau. Et ils font un petit barrage avec des bouts de bois, des feuilles, ils testent différentes choses. Tous les jours, ils refont des barrages, parfois avec les algues en question. Et puis, évidemment, je leur expliquais qu'il fallait défaire leur barrage après, pour ne pas barrer cette circulation normale de l'eau. Mais donc, ils sont en train d'apprendre plein de choses sur l'écoulement de l'eau, etc. Et puis, si ce podcast vous a plu, je voudrais aussi vous demander un service. Vous savez qu'on a dépassé très récemment les 100 notes sur Apple Podcast pour ce podcast. Mais je vous invite encore, si vous ne l'avez pas fait, à aller mettre vous aussi une note et un avis sur Apple Podcast, parce que c'est le meilleur moyen de faire connaître ce podcast à plus de gens. Parce que c'est comme ça que fonctionnent les applications de podcast. Plus un podcast est noté, recommandé, commenté, plus il le diffuse à de nouvelles personnes. Et donc vous pouvez faire comme Sophie 1175, qui a laissé ce très gentil message il y a peu. Podcast à écouter sans modération. Merci pour ce podcast. Encore un sur la pédagogie et Maria Montessori, mais on ne s'en lasse pas. Merci du choix des sujets qui sont passionnants et différents. De la douceur dans la voix en plus. Merci beaucoup Sophie. Merci à vous d'avoir écouté cet épisode encore un peu long. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode du podcast. Et d'ici là, je vous souhaite une très bonne journée ou une très bonne soirée, suivant le moment où vous m'écoutez. Et je vous dis à très bientôt, votre petite sourisette, Anne-Laure.